Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée au jeu de rôle. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur le village de Fandaline, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à travers la campagne. Mais cette fois-ci, je vais donc me concentrer sur les trois premières quêtes proposées par la campagne, le dragon de la flèche de givre. Alors, ces trois premières quêtes, je vous les avais très rapidement introduites dans la vidéo précédente. Mon objectif n'est pas de vous décrire exactement tout ce qui se passe dedans, je veux dire que vous avez déjà toutes les informations dans le livre ou en résumé sur les cartes. Donc vous avez un petit texte à chaque fois qui vous explique ce que les joueurs vont être amenés à faire. Donc les cartes servent généralement plus pour les joueurs et les informations évidemment pour le MJ sont dans le livre. Mais je tiens à repréciser que cette série autour des jeux de rôle, donc notamment sur ce kit essentiel, ont pour but de donner des axes de modification, d'amélioration, ou donner des idées pour que vous puissiez proposer votre propre campagne. Moi je vais vous donner des suggestions, moi comment j'ai abordé cette campagne-là. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de tester autre chose. Donc nous avons trois quêtes qui sont disponibles dans ce début d'aventure. Nous avons, pour rappel, je vais juste rappeler les noms, donc la quête de l'excavation naine qui consiste à aller adresser un message à des nains qui sont partis explorer des mines, enfin une ruine, pardon. Nous avons la quête de la colline des ombrages, donc pareil, c'est une mission où on vous demande d'aller convaincre la sage-femme du village de revenir à Fandaline. Et nous avons la quête de Gnomengard qui, pareil, il faut aller délivrer un message et voir si les gnomes n'ont pas quelques objets utiles qui pourront servir à Fandaline, notamment pour se défendre en cas de problème. Donc globalement, sur le papier, ça reste des missions plutôt simples, mais elles ont un but, je trouve, intéressant vis-à-vis des joueurs, c'est de leur faire comprendre que dans le monde de Donjons et Dragons, donc généralement évidemment si vous commencez la campagne vous êtes niveau 1 en plus, donc éventuellement peut-être niveau 2 si jamais vous avez fait une intro un peu longue, etc. Mais les personnages que les joueurs vont incarner notamment dans cette campagne d'initiation, c'est un bon moyen de mettre en place le fait qu'ils sont un tout petit élément dans un univers qui les dépasse. Et donc, ces missions qui sur le papier paraissent très simples, donc aller délivrer des messages, forcément il va y avoir des péripéties qui vont arriver, et ça va aussi montrer aux joueurs que tout ne se règle pas à coup d'arc ou d'épée. Tous les problèmes auxquels ils vont faire face ne se règlent pas forcément avec du combat. Parce que souvent des joueurs qui n'ont pas encore eu la chance de tester le jeu de rôle ont une tendance à faire, c'est qu'évidemment c'est le moindre problème, le moindre ennemi qui se présente à nous, c'est baston direct. Alors justement, là, ces quêtes-là, vous avez vraiment la possibilité de mettre en place des choses. Pour le coup, ces quêtes-là servent vraiment à placer les bases de tout ne se règle pas à base de combat. Et donc je vais rentrer un peu plus en détail, mais avant ça, je vais vous donner mon conseil, pour ces quêtes-là qui en fait peuvent être réalisées en une seule fois. Alors, avant de rentrer plus en détail sur chacune de ces quêtes, à savoir que donc, les trois lieux que les joueurs vont être amenés à visiter se trouvent tous à proximité de Fandaline. On parle de quelques kilomètres, moins d'une journée de marche pour y accéder, et donc en fonction de comment vous avez décidé de gérer le temps, le déroulement du temps dans votre campagne, vous pouvez tout à fait, et généralement c'est ce qui arrive, proposer aux joueurs de décider d'un ordre des quêtes et de le faire en un seul voyage. Bien sûr, rien n'empêche entre chaque quête de revenir à Fandaline, mais si vous voulez éviter de passer trop de temps et éviter trop d'aller-retour avec Fandaline, tout simplement proposer un seul voyage.
Généralement, ce qui se passe en termes de logique, c'est que la première quête que les joueurs vont réaliser, ce sera souvent la quête de la colline des ombrages, donc celle qui concerne la sage-femme, puisqu'elle se trouve à quelques kilomètres seulement, donc vraiment c'est la quête la plus proche de Phandalin, donc au sud du village. Et derrière, les joueurs peuvent décider, puisque globalement en termes de distance c'est quasiment la même chose, de choisir soit ensuite, après la colline des ombrages, partir chez les gnomes, ou alors partir chercher les nains. Donc respectivement qui sont situés au sud-est et au sud-ouest de Phandalin, à quelques kilomètres également. Donc je vous propose de présenter ces différentes quêtes dans l'ordre dans lequel moi j'ai réalisé la plupart du temps la campagne, et donc commencer par la colline des ombrages. Donc la colline des ombrages, une quête très simple sur le papier, aller chercher quelqu'un qui se situe à peine 2-3 heures de marche, la convaincre de revenir au village en sécurité. Rien de compliqué sur le papier. Bien sûr, évidemment, si c'était aussi simple, on n'aurait pas cette quête-là. Donc normalement, vous avez la carte affichée sous les yeux, et vous pouvez constater très facilement que, tout simplement, c'est effectivement une colline, où, sur ce flanc de colline, vous avez un moulin qui est dressé. La particularité, du coup, c'est effectivement pourquoi elle ne donne plus signe de vie et pourquoi elle est potentiellement en danger. Et ben, c'est qu'il y a une bête ailée qui est en train d'essayer de forcer les portes du moulin, et vous découvrez assez rapidement qu'il s'agit d'une manticore. Alors, première astuce, ne vous fiez pas au bouquin pour les statistiques de la manticore. Effectivement, une manticore pour des personnages niveau 1, même s'ils sont nombreux, ça peut être assez énervé, notamment en termes de dégâts sur ses attaques. Donc peut-être pensez à revoir, si jamais les joueurs sont amenés à déclencher un combat avec la manticore, de baisser peut-être certaines de ses attaques. La manticore fait extrêmement mal, elle peut empoisonner, en plus elle vole, ce qui lui donne un avantage plutôt conséquent. Surtout que là, la plupart des joueurs arriveront en bas du moulin, donc il va falloir qu'ils grimpent et qu'ils courent s'ils veulent essayer d'aider la personne qui se trouve à l'intérieur, ou d'attaquer la manticore. Donc vraiment pensez à réajuster les statistiques de la manticore, sinon vous risquez d'avoir des morts très rapidement dans le groupe. Alors je sais que pour certains ça peut être plus compliqué de devoir modifier des statistiques, sûrement par peur de rendre la campagne trop simple. Cependant, en fait, cela dépendra tout simplement de ce que vous avez décidé de mettre en place avec vos joueurs au lancement de la campagne. S'ils ont souhaité plutôt vivre une aventure d'initiation classique, ou s'ils sont prêts pour accepter le vrai challenge et donc les vraies règles telles qu'elles doivent être appliquées. Mais dans le cas où la manticore, effectivement, vous verrez avec les attaques qui sont proposées, la manticore peut être très énervée, surtout pour des débutants. Donc pour moi, en vrai, il est quand même essentiel de devoir au moins diminuer le nombre de coups qu'elle peut faire ou le nombre de projectiles qu'elle peut lancer. Et vous pouvez tout à fait justifier aussi cette baisse de statistiques dans le scénario, tout simplement en la présentant comme une créature qui est peut-être blessée, peut-être qu'elle a été poursuivie par une créature qui est peut-être plus grosse qu'elle, ce qui explique le fait qu'elle se retrouve ici, à proximité de Phandalin, chose qui n'est pas courante, et qu'elle essaye de s'en prendre à une personne sans défense dans ce moulin. Donc il y a tout à fait moyen de justifier ces modifications de statistiques pour la manticore. Pour revenir au déroulé de cette quête, personnellement je vois 3 axes possibles. Il y a tout simplement effectivement l'axe souvent choisi par les joueurs dans un premier temps, puisqu'effectivement c'est la première quête, on a envie de se bastonner un petit peu. Donc les joueurs prennent d'assaut la manticore et donc se lancent dans un combat. Deuxième option possible, la manticore est une créature douée de parole et elle sait parler le commun. Donc dans le roleplay, vous pouvez tout à fait jouer une manticore qui a quelques petites difficultés pour s'exprimer, mais qui est quand même en capacité de se faire comprendre par les joueurs. Dans la négociation, donc ça c'est indiqué dans le livre, elle est surtout là pour manger, elle a été chassée et elle cherche un nouveau lieu pour se nourrir. Et donc les joueurs peuvent essayer de différentes manières de négocier avec elle pour éviter qu'elle revienne. Cependant, la négociation, si elle est réussie bien sûr, va faire que la manticore reviendra plus tard dans le scénario, et cette fois-ci elle ne sera pas toute seule. Donc,
Ça, c'est une option. Pour ma part, avec les groupes, c'est rarement arrivé. Il y en a qui ont essayé de négocier, mais avec des lancers malheureusement qui n'ont pas abouti, ils ont dû terminer la créature en combat. Et donc en troisième option, enfin qui n'est pas vraiment une option mais plus une astuce, c'est tout simplement de fixer un seuil de PV pour la Manticore. À partir de ce seuil de PV, donc si les joueurs arrivent à lui retirer suffisamment de PV, la Manticore va essayer de fuir. Donc là, c'est à vous de gérer, savoir en fonction, si vous voyez que les joueurs s'en sortent plutôt bien, peut-être qu'ils peuvent essayer de neutraliser la créature. Dans le cas où ils sont un peu plus en difficulté, peut-être fixer un seuil de PV, et si les joueurs arrivent déjà à atteindre ce seuil de PV, la Manticore prend la fuite. Ça permet de garder une sécurité aussi si les choses tournent mal dès la première quête. Donc après, là, c'est à vous de juger et d'appliquer ce que vous souhaitez. Et donc concernant le PNJ qui a sauvé dans le moulin, tout simplement, elle reste barricadée au maximum. Elle ne sortira que lorsque la Manticore sera partie, ou que les joueurs tentent de la sortir de là avec un plan assez rodé. En aucun cas, elle prendra le risque de sortir toute seule. Elle n'est pas armée pour pouvoir affronter une Manticore seule. Alors, donc pour la deuxième quête, généralement, la quête choisie par mes joueurs a été la quête concernant les nains. Donc la quête vous mène à des ruines naines qui sont actuellement en train d'être explorées par 2 nains que les joueurs vont être amenés à rencontrer. Mais avant d'arriver aux ruines, vous pouvez mettre en place un petit suspense puisque les joueurs vont devoir quand même traverser une partie de la map seuls. Et donc vous pouvez là leur faire découvrir les mécaniques d'investigation notamment, afin qu'ils essayent de trouver des indices ou des éléments qui leur expliquent ce qui s'est passé dans le lieu et si ils sont seuls ou non dans ce lieu. Donc une première partie de cartes qui vous laisse pas mal de liberté pour mettre un certain suspense. Ne mettez pas forcément d'ennemis, là il n'y a pas d'histoire d'ennemis, c'est plus vraiment laisser le doute sur qu'est-ce qui s'est passé ici et sommes-nous vraiment seuls. Passé ça, une fois rendu au niveau du temple, enfin des escaliers donc présents au milieu de la map, les silhouettes s'avancent et demandent aux joueurs effectivement qui sont-ils et que font-ils ici. En fonction des informations que vous aurez données avec le personnage d'Alia dans mon cas, ou avec Armin Wester, les joueurs pourront s'adresser avec eux et essayer de voir si ce sont bien les nains qu'ils recherchent ou pas. Chose qui est arrivée dans une de mes campagnes, c'est que les joueurs ont totalement oublié de demander les noms des nains. Du coup, ils ont failli se faire des ennemis. Les nains étaient très méfiants, se sont montrés beaucoup plus méfiants et étaient prêts à les attaquer, vu qu'ils n'étaient pas capables de dire qui ils étaient. Donc attention évidemment aux joueurs aussi de poser les bonnes questions au moment de recevoir les informations. Donc les nains, vous avez leurs fiches personnages qui sont recommandées. Alors personnellement, moi j'ai choisi des fiches un peu plus poussées parce que je trouve que quand même ça reste des nains qu'on a envoyés seuls explorer des mines. Ils sont quand même censés être quand même expérimentés. Donc je me suis permis de prendre des fiches un petit peu plus travaillées pour les nains. Libre à vous de faire la même chose. Et j'ai créé 2 personnalités différentes. Donc nous avons 2 nains que nous rencontrons qui sont les nains Dazlin et Norbuz. Dazlin globalement est le nain très sympa qui est là pour aider, qui est celui qui va faire le plus de dialogue. Et Norbuz, lui qui est plus le guerrier avec sa grosse masse prêt à taper, qui se fait très silencieux mais qui est un gars fiable sur lequel vous pouvez compter et qui sera prêt à vous défendre en cas de problème. Donc vraiment 2 personnalités différentes qui font que le duo marche plutôt bien et c'est un duo que que les joueurs pourront être amenés à recroiser au fil de l'aventure. Donc effectivement la quête de l'excavation naine consiste tout simplement à les prévenir qu'il y a un danger et qu'il faudrait peut-être revenir vers Phyandalin. C'est tout simplement ça la quête. Donc si les joueurs le décident, ils peuvent tout simplement repartir une fois le message délivré. Cependant, les 2 nains leur proposent une quête supplémentaire qui va leur permettre éventuellement d'explorer les ruines. Tout simplement, c'est d'explorer les ruines ensemble et de garder tous les trésors qu'ils trouveront et de se partager en 50-50 avec les joueurs. Donc les joueurs sont libres ou non d'accepter. Faites en sorte tout de même que s'ils doivent accepter, qu'il y ait tout le groupe. Effectivement, c'est toujours mieux si on peut jouer tous ensemble.
Et sinon, les joueurs peuvent tout à fait décider de repartir. Les nains, eux, continueront dans ce cas-là à explorer les ruines de leur côté et peut-être arriveront plus tard dans l'histoire. Mais généralement, les joueurs, une fois rendus ici, décident quand même d'explorer les lieux. Et donc, vous avez les éléments. Là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vous pouvez rajouter des ennemis, mais il y a déjà une liste d'ennemis que les joueurs vont pouvoir croiser. Et là-dessus, je trouve que pour ce donjon, en tout cas, les explications sont assez claires. Le seul point sur lequel je reviendrai, c'est qu'effectivement, tout à la fin de la mine, s'ils ont réussi à explorer l'ensemble, on leur explique qu'il y a un chemin, un escalier qui descend avec un chemin qui s'est écroulé. La proposition, c'est de leur faire lancer des dés et des jets de force pour savoir combien de temps ils passent à déblayer le chemin s'ils le souhaitent. Et comme ça, ils pourront accéder effectivement à une pièce secrète dans laquelle se trouve le fameux diamant piégé. Donc là, après, libre à vous de la jouer comme vous le souhaitez, et surtout en fonction des joueurs que vous avez. Dans mon cas, la plupart du temps, j'avais au moins un joueur qui était très intéressé par tout ce qui était or ou diamant, et donc vous pouvez faire des dés par exemple pour par exemple des roublards qui ont une tendance à récupérer les objets de valeur, peut-être de leur faire des jets de sagesse par exemple, savoir s'ils résistent à l'envie d'aller voler ce bijou. Si jamais les joueurs peuvent être, ce qui est arrivé une fois, les joueurs ne savaient pas trop quoi faire, n'oubliez pas que Norbuz et Daslin, donc que vous interprétez, peuvent les guider. Il ne faut pas forcément leur donner la réponse, mais Norbuz et Daslin peuvent guider sur les choix à faire, puisque ça reste quand même des experts en exploration, en minage et en objets de valeur. Donc si jamais les joueurs sont bloqués, n'hésitez pas à utiliser les PNJ aussi qui sont là pour les guider un minimum. Donc après, pour ce qui est de l'excavation naine, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Les explications sont plutôt claires et en vrai, c'est une quête qui peut être faite tout en suivant les explications seulement. Cependant, à la fin, donc une fois que s'ils ont fait effectivement ce parcours-là avec les nains dans les ruines, au moment de quitter les lieux, effectivement, ils tombent sur une patrouille d'orques qui peut être peut-être un ennemi assez puissant. Là, justement, vous pouvez mettre en place un élément de lore, et c'est quelque chose aussi qui potentiellement peut vous aider si jamais les joueurs n'ont pas décidé de commencer par la colline des ombrages, c'est que la patrouille d'orques que vous avez devant vous est une patrouille qui s'est faite plus ou moins décimée, et donc les orques sont plutôt blessés. Donc ce sont des ennemis qui restent faibles, généralement une attaque qui touche suffira à les achever, et en fait c'est à partir de là que vous commencez à mettre en place du lore, puisqu'il y a un des orques qui se retrouve, enfin un des cadavres des orques, qui se retrouve en partie gelé à certains endroits. Et pour ce qui est de la quête de la colline des ombrages, effectivement, si jamais les joueurs souhaitent négocier avec la Manticore, et potentiellement vous pouvez leur proposer les cadavres des orques que vous aurez laissés au niveau de ces ruines. C'est une possibilité, j'ai un groupe qui l'a fait. Ils avaient commencé par l'excavation naine, ils ont tué les orques, et ils ont proposé à la Manticore d'aller manger les orques. Et donc pour terminer, la quête de Gnomengard. Alors la quête de Gnomengard justement est une quête qui peut juste beaucoup servir aux joueurs et aussi aux MJ, notamment pour s'entraîner à tout ce qui est échange, dialogue et autres développements de relations joueurs et joueurs ou joueurs et PNJ. Puisque globalement, en fait, quand vous arrivez à Gnomengard, même si les gnomes sont de réputation neutre, vous allez surtout être amené à échanger avec ces gnomes, puisque vous n'êtes pas ennemi, vous n'êtes pas hostile aux gnomes, à moins qu'un de vos joueurs ou plusieurs de vos joueurs décident d'être hostiles. Mais globalement, c'est une quête dans laquelle vous allez être amené à rencontrer différents gnomes. Et justement, là, vous pouvez vous faire plaisir aussi sur les stéréotypes. Vous pouvez jouer vraiment sur des caractères bien spécifiques et tester des choses à travers les différents gnomes, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de gnomes qui sont situés dans cette grotte. En plus, ils ont des noms qui finissent tous en ouille, donc pour la plupart, donc vous pouvez complètement jouer là-dessus en créant des noms. Donc on a effectivement Bidouille et Tripatouille dans l'histoire, mais vous pouvez tout à fait créer des personnages comme Tire-la-Bistouille ou Carabistouille, etc. Voilà, donc c'est une quête qui peut vous permettre de vous faire un peu plaisir et de tester des choses vraiment dans les dialogues et les échanges, et permettre aussi aux joueurs de se faire de tester le roleplay et
de pousser plus loin le côté que font-ils et ben, tout simplement, au lieu de jouer en passif, donc de décrire seulement les actions qu'ils font, carrément les jouer en fait. Donc la grotte s'explore plutôt facilement. Généralement, les joueurs seront accompagnés au moins d'un gnome. Enfin, j'ai toujours fait comme ça. Donc vous avez quand même des éléments, il aura des petites péripéties, notamment une machine qui part en vrille et qui potentiellement peut blesser des joueurs. Donc là, après, libre à vous aussi, pareil, de fixer des limites à ce genre de choses. Et en fait, vous êtes amené à aller rencontrer les gnomes qui se situent de l'autre côté du pont qui passe sous la cascade. Le problème, c'est que tout le monde ne pourra pas passer sur le pont puisqu'il s'agit d'un pont assez petit. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que les personnages en armure lourde ou qui sont un peu grands ne peuvent pas passer et sont obligés de rester du côté droit de la caverne pendant que les autres vont, eux, discuter avec... on va dire les ingénieurs gnomes, pour essayer de récupérer des objets. Donc comme ça vous fait splitter, ça vous permet aussi également de splitter votre groupe, voir qu'est-ce que ça peut donner d'avoir deux groupes séparés. Donc si jamais vous avez qu'un seul en armure lourde, faites en sorte que quand même qu'il y ait peut-être un autre joueur qui reste avec lui, dans le cas où par exemple ils sont 4 joueurs, il y en a 2 qui vont de l'autre côté et 2 qui restent du côté droit. Donc les joueurs sont guidés, et donc là ça peut être un bon entraînement aussi pour le MJ de devoir gérer 2 groupes en même temps. Vraiment avoir des actions qui se déroulent en même temps, même si évidemment il y aura des petits moments de pause puisque il y aura pas mal de dialogues. Et donc les gnomes vont accepter de vous aider, mais d'abord ils veulent que vous les aidiez à raisonner leur roi qui est devenu fou. Pour résumer, effectivement, parce qu'il est persuadé que il a vu un coffre bouger, ou un tonneau bouger, je ne sais plus comment c'est décrit dans le livre. En tout cas, vous avez pareil les éléments. Mais donc, effectivement, la quête, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, il y a des gnomes qui ont disparu et il y a le roi qui est persuadé d'avoir vu des objets bouger. Et donc, il a un peu perdu la tête et il s'est enfermé dans sa chambre avec son frère, je crois, qui est aussi un roi de Gnomengard. Et donc, il y a des gens qui aimeraient que vous arriviez à raisonner le roi. Et en fait, effectivement, il y a bien un mimique qui s'est caché dans la grotte. Donc, il y a plusieurs endroits où vous pouvez les faire apparaître. Et là, la petite subtilité que j'ai testée et que j'ai adorée, en fait, je trouvais ça un peu simple d'avoir un seul mimique planqué dans la grotte entière. Donc forcément, ça obligerait les joueurs à fouiller toutes les pièces et de tester plein de choses pour pouvoir tomber dessus. Et justement, en fait, j'étais tombé en cherchant des astuces, justement, j'étais tombé sur une vidéo d'un joueur de jeu de rôle, donc un anglais, qui disait que en fait, on peut se permettre des libertés là-dessus. Et en fait, lui, il disait c'est bien d'en proposer un deuxième. Et là où moi j'ai poussé le délire, c'est que j'ai créé la maman et le bébé. Et du coup, j'avais le gros mimique qui était du côté droit et j'avais un bébé qui était planqué, donc un bébé mimique qui était planqué dans la chambre du roi. Et effectivement, donc il était pas fou. Et en fait, une des choses qui est présentée dans le livre et que je trouve très intéressante aussi, c'est on vous autorise à dire que les mimiques peuvent parler. Et en fait, vous pouvez jouer avec les sentiments des joueurs parce que du coup, vous vous retrouvez face à une créature qui potentiellement peut être toute petite, et peut-être que certains joueurs voudront garder cette créature, même si globalement on sait que c'est de la saloperie. Au moins, du moins, la mère, il faudra forcément la neutraliser, à moins que vous préfériez que les gnomes se fassent bouffer, mais effectivement, la mère mimique, faudra penser à la buter, mais par contre, le petit, vous pouvez peut-être en faire quelque chose. Et une idée de joueurs qui avait été plutôt intéressante, mais au final ils ont quand même préféré tuer la créature, c'était d'essayer de dresser les mimiques à bouffer des orques. C'est une piste que vous pouvez peut-être exploiter, que vous pouvez essayer de proposer à travers l'histoire, mais effectivement il y a un deuxième mimique qui est planqué dans la salle du roi, et donc c'est aux joueurs de trouver le moyen de rentrer dans la pièce. Donc pour ça, dans le bouquin, c'est expliqué, il y a potentiellement un passage secret à trouver dans la salle du trône. Mais du coup, ça fait que en fait, chacun des groupes a un mimique à affronter.
Et du coup, donc bien sûr, les joueurs ne sont pas tout seuls, il y a les gnomes qui sont là aussi potentiellement pour les aider au moment où évidemment ils découvrent les créatures. Donc pas grand chose à rajouter là-dessus non plus, juste que vous pouvez vraiment vous faire plaisir, quitte à rajouter des gnomes et des personnages un peu alambiqués. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les joueurs peuvent vous offrir vraiment des choses intéressantes. Il suffit parfois de créer juste un PNJ, un nom, une fonction, et puis en fait vous vous rendez compte que ça devient un personnage récurrent, tout simplement parce qu'il y a un ou plusieurs joueurs qui auront eu une interaction plutôt drôle ou intéressante avec ce personnage en question. Alors généralement, ce qui se passe, donc si la quête est réussie bien sûr, j'invite les joueurs enfin les gnomes invitent les joueurs à rester faire un peu la fête durant la nuit, et c'est là que vous pouvez aussi commencer à créer des relations, et quitte à aussi intégrer des petits jeux pour ceux qui aiment bien parier de l'or, etc. Donc des jeux de dés, etc. Par exemple, un joueur est un peu attiré par l'argent, il aime beaucoup les jeux de dés. Vous pouvez faire peut-être une partie ou deux avec lui, avec un gnome par exemple. Vous pouvez proposer aux joueurs d'explorer, et aussi à savoir que à Gnomengarde, il y a une petite salle où il y a plusieurs trésors qui sont entreposés, donc libre à vous aussi, si jamais il y a des personnages un peu roublards qui aimeraient bien se procurer quelques richesses, peut-être profiter de la nuit et de l'ivresse pour justement s'infiltrer, essayer de récupérer quelques trésors. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place également à Gnomengarde. Mais dans l'idée, voilà, vous les invitez à passer la fête, vous pouvez créer d'autres interactions, il y a plein de choses qui sont possibles. Libre à vous, faites-vous plaisir. Et donc après, les joueurs vont être amenés à quitter les lieux et donc revenir vers Phandaline. Donc voilà globalement comment ça se passe dans l'enchaînement des quêtes. Et donc, effectivement, à chaque endroit où vous êtes allé, il y a toujours eu quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui n'est pas forcément normal dans le coin, mais effectivement, on vous avait prévenu que en ce moment, il se passe des choses dans la Côte des Épées et dans le Royaume oublié. Et donc, ça vous met en place certains éléments, notamment vis-à-vis du dragon et vis-à-vis aussi potentiellement des orques. Donc voici globalement l'enchaînement des quêtes que j'ai le plus fréquemment avec les groupes sur cette campagne. Et donc la plupart des petits éléments que je vous ai donnés en plus sont des choses que moi j'ai gardées, parce que je me souviens pas de tout, mais en tout cas c'est les choses que j'ai le plus souvent retenues en termes de modification. Bien sûr, à chaque fois j'essaie de trouver des petites améliorations ou modifications pour éviter d'avoir tout le temps les mêmes campagnes. Ça encore une fois, c'est à vous de vous faire plaisir aussi, de faire appel à votre imagination, mais déjà vous avez quelques éléments supplémentaires. A noter donc comment moi je fonctionne sur ces 3 quêtes là. Pour les premières quêtes, et notamment celle-ci, généralement je pars sur une session de jeu pour une quête. Bien entendu, vous pouvez tout à fait accélérer certaines interactions, mais là, moi, je parle surtout dans le cas où on permet aux joueurs de tester des choses, de poser les choses et de tester eux-mêmes, de faire les dialogues avec les différents PNJ ou les dialogues entre eux. Et donc tout ça, allié à l'introduction plus la découverte de Phandaline, etc., globalement, ça peut vous faire déjà 4 bonnes sessions de jeu pour ce début de campagne. Donc à l'issue de ces différentes quêtes là, vous pouvez leur faire passer des niveaux, donc ça c'est indiqué dans le livre aussi. Généralement 2 quêtes égale 1 niveau, donc ça c'est valable en tout cas pour les premières quêtes. Vous pouvez tout à fait leur faire passer un niveau par quête si vous le souhaitez, si vous voulez qu'ils puissent se faire plaisir aussi, puisque généralement les combats en étant niveau 1 sont assez limités, c'est vraiment à partir du niveau 3, 2 ou 3 qu'on commence à se faire un peu plus plaisir. Et donc libre à vous soit de fonctionner un niveau par quête ou un niveau toutes les 2 quêtes, ou alors le système de points d'XP dont personnellement je suis moins fan et qui demande aussi beaucoup plus de travail pour le MJ, ce qui n'est pas forcément top au vu de tous les éléments qu'un MJ a géré déjà. Donc en vrai, simplifiez-vous la vie, le système d'XP en fonction des quêtes, c'est largement suffisant pour débuter. Et c'est donc ici que cette 3e vidéo s'arrête. Je vous ai donc présenté les 3 premières quêtes de la campagne, le dragon de la flèche de givre, avec du coup les petits ajustements, modifications que moi j'ai pu apporter. Donc bien sûr, libre à vous de les suivre, ce ne sont juste que des idées que vous pouvez emprunter.
Merci également, je tenais à dire merci puisque je vois que les 2 premières vidéos ont plutôt bien marché par rapport au contenu que je fais d'habitude, donc merci à vous. Par contre, n'hésitez pas, je le demande pas forcément souvent, mais n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Je sais que c'est encore en rodage les vidéos que je fais. Il y a sûrement des choses peut-être que j'oublie de développer ou que vous aimeriez que je développe plus. C'est vrai que je me base surtout sur des souvenirs, j'aurais dû prendre plus de notes de mon côté. Donc j'essaye de faire ça un peu de tête. Je relis un petit peu aussi les choses qui sont dans le livre, mais le but de ces vidéos, c'est vraiment de donner des ajouts, des petites modifications sur tout ça. Donc je peux oublier des choses et il y a peut-être des choses, voilà, que vous voulez vraiment que je développe ou que j'aborde plus en détail. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là, ça me permettra d'améliorer et d'ajuster aussi ces vidéos-là. Et donc, en tout cas, encore merci parce que je vois que ces vidéos marchent. En tout cas, les 2 premières ont plutôt bien marché, donc j'espère que celle-là marchera également. Et donc, si tout va bien, la semaine prochaine, nous aborderons donc le retour à Phandaline très rapidement avec les répercussions que ces premières quêtes ont pu avoir sur l'histoire. Et donc, la suite, qu'est-ce qui se présente à nous pour la suite et comment on va être amené à explorer une autre partie de la carte. C'était le Gal29 ou RPG Universe. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!